VDI. Bruxelles-Métoula. On a pris un faux départ avec Stéphane Juffa, mais je pense que là, il est en ligne avec nous. Stéphane, bonjour. À la fin, on y arrive toujours. Bonjour Jim et Voilà. bonjour aux auditeurs. Alors Stéphane, on va tout de suite rentrer dans le vif du sujet parce qu'il est déjà 8 heures passées de 7 minutes. Stéphane, on va parler de l'affaire Azaria. On parlera ensuite de la situation qui est assez tendue à la frontière nord, près de chez vous, entre Israël et le Liban. Mais tout d'abord sur cette affaire Azaria. Stéphane, il y a eu beaucoup de réactions après le verdict. Il y a eu notamment Benjamin Netanyahou qui lui demande la grâce. Comment est-ce que sont les réactions au niveau de la population israélienne? On a vu différents sondages. Est-ce que vous avez, je sais que vous l'avez déjà dit sur notre antenne, vous étiez assez remonté contre les déclarations des ministres qui demandaient la grâce, mais est-ce que vous sentez que la population israélienne serait ravie d'une grâce? Il faut admettre qu'au sein de la population, il y a plus de gens qui demandent la grâce, mais c'est très naturel. La loi est dure, mais elle est la loi. Il n'y a personne qui aime les décisions du tribunal, il n'y a personne qui aime la police, il n'y a personne qui n'a pas de sympathie, nous y compris, pour un jeune soldat qui s'est d'une certaine manière défendu contre une attaque de terroristes, contre l'attaque d'une personne, d'un individu armé qui venait de s'en prendre à certains de ses copains. Si Elor Azaria, dans ces conditions, ne jouissait pas de la sympathie de la population, je dirais, moi aussi j'ai vu les sondages, je dirais entre 55 et 65% de la population espère qu'il ne passera pas par la case prison. Alors ça, c'est le sentiment des gens. Et puis il y a une justice, parce que sans justice, sans loi coercitive, sans ce mal qui nous fait du bien mais qui est nécessaire, eh bien il n'y a pas d'État, il n'y a pas d'armée, il n'y a pas d'ordre, et c'est pas la rue, c'est pas les sondages qui font la loi, c'est pas les sondages, et c'est pas la rue qui fait la gouvernance d'un État démocratique, c'est les trois pouvoirs, l'exécutif, le judiciaire et le législatif, et c'est ce que ces ministres du gouvernement ont oublié. Ça nous gêne beaucoup, ces appels. D'abord, il n'y a pas de soutien. Ce que je viens de dire, cette petite introduction, elle est faite que par nous, que par des gens, des députés des partis du centre droit et du centre gauche, mais c'est totalement oublié dans le discours de Netanyahou. D'abord, féliciter les juges, je dis bien féliciter les juges, qui ont fait un travail exceptionnel, tout à fait objectif, dans des conditions de tension, dans des menaces de mort contre les juges, contre les chefs de l'armée. C'est très très grave. Alors il ne jouit qu'en soutien parmi les membres du gouvernement, peut-être mis à part, et c'est une attitude qui l'honore et qui nous étonne un petit peu, d'Avigdor Lieberman, qui dit qu'il faut laisser la justice faire son travail et respecter ses sentences. Mais si on prend Tzipi Hotovely, la vice-ministre de la Défense, surtout Naftali Bennett, avec un surplus d'enthousiasme qui nous dérange énormément, qui dit que la sécurité des citoyens d'Israël nécessite une grâce immédiate pour Elor Azaria. C'est-à-dire que le non-respect ici des droits de l'armée et du président de l'État est extraordinaire. C'est pas seulement qu'il demande la grâce, il demande une grâce immédiate. Et il dit que toute la procédure d'enquête était contaminée dès le départ, c'est-à-dire qu'il s'assied sur la justice militaire, sur les juges et sur le processus démocratique en Israël. Israël Katz, le ministre des Transports, Yoav Gallant, le ministre de la Construction, et l'égérie de la chose, c'est Miri Regev à la Culture, qui parle du jour du verdict comme d'un jour triste, disant que Elor ne devrait pas passer un seul jour en prison, et on n'aurait même pas dû aller au tribunal, et puis elle a fait quelque chose d'assez exceptionnel. Elle a téléphoné au chef d'état-major à Eisenkot pour lui demander la grâce en considération de ce qu'Elor a déjà enduré. Mais heureusement, Jim, il y a certaines personnalités qui sauvent la mise, qui remettent les choses, à leur place et qui expliquent où on en est, comme le député du centre droit de Yesh Atid, Ofer Shelah, qui dit: nous devons dire aux politiciens qui essayent de gagner des points de popularité à bon marché sur le dos d'Elor et de sa famille, tout en détruisant les valeurs de Tsahal et la possibilité pour ces officiers
commandé. Assez, c'est assez. Personne n'est heureux de voir Azaria aller en prison, mais lui accorder la grâce équivaut à se moquer du système judiciaire et de l'armée. Et un autre bref commentaire qui nous vient de Omer Bar-Lev, en député de l'Union sioniste, donc cette fois centre-gauche, socialiste. On l'a choisi parce que Omer Bar-Lev est l'ancien commandant de la Sayeret Matkal, le premier commando de Tsahal, qui appelle ses collègues députés à respecter le principe de la séparation des pouvoirs et de cesser de réchauffer les tensions avec les appels à la grâce pour Elor Azaria. Et on pense que sans prendre en parti politique, on a dépassé la politique, c'est une question de valeur, de morale, de sauvegarde du fonctionnement de l'État. On pense que ce commentaire de ce chef de la Sayeret Matkal, Omar Bar-Lev, est très important et peut-être le plus important et le plus significatif dans cette dispute, Jim. On suivra l'affaire Azaria, la suite des réactions après le verdict, grâce ou pas grâce, dans nos prochaines éditions de Bruxelles Metula, dans nos prochaines éditions de l'information sur Radio Judaïka également. Stéphane, 8 heures passées de 13 minutes, déjà le temps fuse. Il nous reste 7 minutes pour parler du Liban. Vous avez sorti un article tard hier sur le site de la Metula News Agency. Je vais citer le début de l'article. Les nuages s'amoncellent à nouveau. Et Stéphane, vous ne parlez pas de la météo au nord d'Israël. Alors Stéphane, on entend souvent parler ces dernières années, du prochain conflit avec le Liban. On va rentrer dans l'analyse détaillée dans un instant, mais tout d'abord, j'aimerais vous demander, Stéphane, en tant qu'analyste stratégique, vous la prévoyez quand, cette prochaine guerre avec le Liban ? Oui, ça fait ma voyante qui regarde dans la boule de cristal. Il y a tellement d'éléments à prendre en compte qu'on peut pas le dire, et puis ce qu'on espère surtout, c'est qu'il n'y aura pas la guerre. Je vous rappelle qu'à part être analyste stratégique, Bruxelles-Metula, ça se passe à 380 mètres du Hezbollah, le village que je suis en train de contempler tout en vous parlant et en parlant aux auditeurs. Kfar Kilé, je vois les positions du Hezbollah là sous la fenêtre de la rédaction, et on sait que si tout s'embrase, eh bien on est vraiment en première ligne. Et en 2006, la rédaction a été criblée de pas mal d'éclats d'obus. C'est la réalité, c'est-à-dire que c'est pas seulement les mots quand on parle ici de possibilités de guerre. Alors ce qu'on a rapporté hier, c'est en fait l'opinion des spécialistes libanais. C'est un article de notre envoyé permanent, de notre desk de la MENA à Beyrouth, dirigé par Michael Béé, qui nous explique en grand malaise, et c'est le jugement, c'est l'appréciation des Libanais eux-mêmes, de ces experts, des gens qui font le même travail que nous, mais à Beyrouth, et qui disent tout simplement qu'une guerre est inéluctable et qu'elle se produira à la fin du printemps ou au début de cet été. Elle est inéluctable et ils envoient les signes avant-coureurs, notamment dans la déclaration cette semaine de Hassan Nasrallah, le chef de la milice chiite du Hezbollah, qui a lancé une menace directe sur Israël en disant que cette fois, pendant la guerre qui va venir, ces missiles vont viser les réserves d'ammoniac à Haïfa, le réacteur nucléaire à Dimona, les plateformes de recherche pétrolière dans la Méditerranée et les tankers, les bateaux qui transportent du pétrole. Ce sont évidemment des intérêts vitaux d'Israël. Israël ne peut pas rester indifférente à ces accusations. Et comme le Hezbollah, en fait, c'est la milice supplétive de l'armée iranienne, et que les Iraniens, les ayatollahs, cette même semaine, ont répété qu'Israël était un cancer éphémère qui allait bientôt disparaître de la carte du monde. Eh bien, on se dit que il y a anguille sous roche, c'est-à-dire qu'il y a des raisons tout à fait stratégiques et politiques pour que ces menaces fusent à cet instant. Et bien entendu, ici en Israël, de notre côté, eh bien on va pas pouvoir détailler ce qu'on voit, mais on sera pas pris au dépourvu. Il y a des armes très sophistiquées qui font leur chemin en direction de Metula.
Il y a des réunions pratiquement tous les jours, des responsables d'état-major, des responsables des renseignements. Il y a des activités le long de la frontière, il y a des activités sur la frontière, notamment avec des drones et des chasseurs bombardiers qui traversent le ciel libanais, qui interviennent au besoin contre des armes qui sont transférées d'Iran en Syrie et de Syrie au Hezbollah au Liban. Et puis il y a des tas d'autres activités dont on ne veut certainement pas parler sur les ondes de Bruxelles-Metula, mais je vous assure qu'on est tout à fait au point et on discute avec les officiers pas plus tard qu'hier. Si une guerre éclate réellement, eh bien on peut dire que les infrastructures, les ponts, les routes au Liban vont en prendre dès le début, qu'il y aura des dizaines de drones d'assaut qui vont sillonner le ciel libanais, qui vont attaquer toutes les positions du Hezbollah. Et l'idée, cette fois, c'est de pas y aller de main morte et de déclencher un déluge de feu si on est attaqué, bien sûr. Pardon. Si on est attaqué, bien sûr, de déclencher un déluge de feu pour empêcher le Hezbollah de respirer. Et ce que j'ai entendu de la part de tous les responsables militaires et politiques, c'est que si cette provocation irano-Hezbollah se concrétise, eh bien ce sera vraisemblablement la fin du Hezbollah. Et on parle aussi beaucoup, notamment à Beyrouth, de l'état dans lequel pourrait se retrouver le Liban après une telle guerre. On parle de retour au temps des hommes des cavernes, de destruction. Et ce qui inquiète beaucoup les Libanais chrétiens et sunnites qui sont opposés aux chiites du Hezbollah et aux Iraniens, c'est que les dernières fois, c'est l'argent d'Arabie Saoudite et des Émirats qui avait permis la reconstruction du Liban. Et cette fois, les Émirats et l'Arabie Saoudite sont dans l'autre camp, dans notre camp. Et l'Iran fait tout, notamment par cette déclaration de Hassan Nasrallah, cette déclaration belliciste contre Israël, qui met fin, qui a en tout cas pour objectif de mettre fin au rapprochement entre le Liban et l'Arabie Saoudite. L'Arabie Saoudite, les pays arabes qui ont de plus en plus besoin d'Israël, Jim, parce que l'Iran avance, l'Iran contrôle déjà l'Irak, le gouvernement et l'armée irakienne contrôlent de larges portions du territoire syrien, avance en direction du Liban, veut constituer ce qu'on appelle désormais la ceinture chiite qui va de l'Iran à la mer Méditerranée au Liban. Et ça inquiète énormément les pays arabes, dont le meilleur allié militaire, stratégique aujourd'hui, est Israël. Stéphane, j'invite nos auditeurs à se rendre sur le site de la Metula News Agency pour consulter votre article sur la situation qui est tendue au nord d'Israël, juste à côté de Metula, à la frontière entre Israël et le Liban. Stéphane, il est 8h passées de 20 minutes. On va devoir malheureusement mettre fin déjà à cet entretien, mais je voulais tout de même vous dire un petit mot de football. Je sais que ça fera plaisir à Marie Thibaud de Mézières. Stéphane, déception pour Beersheva. J'ai juste une question pour vous, Stéphane. Est-ce que du coup vous allez soutenir les 3 clubs belges qui se sont qualifiés hier ? On a toujours beaucoup d'amitié pour les clubs belges, et surtout qui jouent bien, qu'il y a des joueurs israéliens dans leur rang. Et puis en mot d'Hapoel Beersheva qui joue mal depuis quelques semaines, depuis même 2 mois, après avoir fait des résultats quand même assez extraordinaires. Battre Milan à la fois en Israël et à Milan, c'est pas donné à tout le monde. Hapoel Beersheva avait largement les possibilités, la capacité d'éliminer Beşiktaş, mais ils n'étaient pas en forme. Alors hier, on a vu un regain d'honneur et ils ont dominé le match en Turquie. Ils ont très bien joué. Ils ont des problèmes de finition. Ils ont beaucoup d'occasions de marquer, mais ils savent plus shooter au goal. Alors que les Turcs ont eu quelques occasions, mais ils les ont concrétisées 2-1 hier à Istanbul. Mais on est parti avec des honneurs, avec une très bonne saison. C'est dommage, on aurait pu aller un petit peu plus loin. Mais Beersheva nous a réconciliés avec le football israélien. Et on espère qu'il va aller de l'avant, que ça va se concrétiser la saison prochaine, bien entendu. C'est tout ce qu'on vous souhaite, Stéphane. Je vous dis merci. On se retrouve déjà la semaine prochaine. Avec grand plaisir et bon week-end à vous tous.